Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, c'est le Texama Show 104 si je ne m'abuse, il me semble. Petite news vite fait de la semaine, comme j'avais prévenu, je vais à l'E3 cette semaine-ci. Du coup, j'assisterai à la présentation AMD, on verra s'il y a des infos intéressantes. Je ferai normalement une vidéo le lendemain, enfin, techniquement ce sera le soir même, mais pour vous ce sera le lendemain, parce qu'évidemment la présentation, elle est, je ne sais plus elle est à quelle heure, mais pour vous c'est vers le soir, mais pour nous ce sera genre même pas la matinée en fait. Et du coup, si je la fais le soir même, pour vous, ce sera déjà le lendemain. Dans tous les cas, vous aurez certainement une vidéo là-dessus. Et je prévois aussi, parce qu'il y a, comme c'est le 3, il n'y a pas juste genre des jeux vidéo, il y a souvent des marques un petit peu hardware et tout ça. Donc je ferai un petit tour un peu partout et je verrai si je trouve des produits intéressants à parler. Peut-être faire un petit tour, voir des trucs que je voulais voir justement. J'espère qu'il y aura par exemple... J'aimerais bien voir... Bon, on verra parce qu'il y a eu le Computex il n'y a pas très longtemps, mais on va voir justement peut-être de certains des nouveaux produits que j'ai vus justement au Computex, puis pouvoir les voir par moi-même, voir ce qui pourrait être intéressant à faire pour le futur sur la chaîne justement. Dans tous les cas, ça ce sera, quoi qu'il arrive, la semaine prochaine. Vous aurez aussi des vidéos pendant que je ne serai pas là, ne vous inquiétez pas. Déjà, il y a eu la review de la RTX 2080, Strix d'Asus, et vous aurez aussi certainement un guide d'achat sur des PC portables. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas mal travaillé. Essayer de rassembler pas mal de recommandations, des trucs que... J'ai fait pas mal de recherches aussi d'ordinateurs portables pour des personnes que je connais et tout ça. Du coup, à force, je commence à vraiment savoir les modèles qui sont plutôt bons et les modèles qu'il faut plutôt éviter parce qu'il y en a vraiment évité comme la peste. Donc ouais, ça ce sera la semaine prochaine. Donc alors, première news, c'est évidemment, et on va avoir plein de news en rapport avec ça, mais il y a eu le WWDC d'Apple, c'est la présentation où ils annoncent plein de nouveaux produits. Donc ils ont annoncé notamment le nouveau Mac Pro, ils ont annoncé aussi... Alors, ils ont annoncé aussi des petits trucs que je vais pas trop parler. Par exemple, nouveau WatchOS et tout ça, ne m'intéresse pas plus que ça. Ils ont aussi annoncé, par contre, un truc qui m'intéresse beaucoup plus, iPadOS, iOS 13. C'est toujours assez intéressant. Et aussi, il y avait un autre truc, je ne sais même plus. Non, c'est surtout principalement ça. Il y avait quand même pas mal d'informations dans cette keynote. Il y avait aussi une présentation de Minecraft Earth que j'ai posté sur YouTube et puis qu'ils ont bloqué sur ma chaîne principale parce qu'apparemment c'est copyrighté leur truc et il faut avoir les droits pour montrer les images de la présentation. Si vous montrez juste une image fixe, pas genre une vidéo, no problème. Mais si vous montrez une image, des vidéos, là Apple, il faut être journaliste qui faisait partie de l'événement. Ce qui est un peu stupide parce que la première vidéo de Minecraft Earth en niveau gameplay, ça va pas forcément intéresser des gens qui sont là pour voir des Macs, vous voyez. Du coup, c'est pas eux qui vont forcément publier ce genre de news, c'est plutôt genre les youtubeurs qui ont un rapport avec ça, ou les journalistes qui ont un rapport avec le gaming, qui ne sont pas là, parce que genre c'est un événement Apple, qu'est-ce qu'ils feraient là? Enfin bref, je m'écarte. Le nouveau Mac Pro, qui du coup réintroduit le concept, oui, de la gratte à fromage, comment ça s'appelle déjà là? Oui, c'est bien une gratte à fromage? Oui, une gratte à fromage, j'ai cru que j'avais le mauvais terme. Donc voilà, le nouveau MacBook Pro, le voilà. Non, ou alors celui-là, voilà, là, le voilà, magnifique. Non, évidemment, c'est celui-là. Oui, c'est réellement celui-là. Je vous jure, la première fois que j'ai vu l'image, j'étais en mode... Non. Et c'est... Alors, en réalité, d'un point de vue... Bon, d'un point de vue qualité de construction et tout ça, il a l'air parfait. Genre vraiment, genre excellent. Bon, d'un point de vue design, par contre, c'est très... spécial. Disons qu'il faut aimer. Bon, c'est toujours mieux que la poubelle qu'ils ont sortie en 2013. Enfin... Le MacBook Pro qui ressemble à une poubelle en tout cas. Le Mac Pro plutôt, pas le MacBook Pro. Mais bon, ça fait quand même bizarre cette grille à l'avant et tout ça. Donc voilà le nouveau Mac Pro modulaire. Ils sont enfin revenus à un design modulaire. Donc vous avez une petite poignée au-dessus qui vous permet de l'ouvrir notamment, on la voit ici, et de changer les composants. Alors donc ça c'est une grille d'aération à l'avant plus une grille d'aération à l'arrière. Donc il est très orienté... c'est du refroidissement qui ressemble beaucoup à des serveurs tout simplement, ou même des stations de travail, par exemple, que vous pourriez avoir chez HP. C'est genre une énorme grille à l'avant, des gros ventilateurs à l'avant, une grille à l'arrière, l'air passe à travers, refroidit tout, simple et efficace. Assez différent des PC gaming où des fois les PC gaming ça rentre à l'avant, ça sort au-dessus, ça sort à l'arrière. Il y a la carte graphique qui recycle l'air dans le boîtier. Assez différent ici, c'est vraiment fait pour que tout l'air traverse justement le châssis. On voit d'ailleurs la base du châssis ici, les deux poignées en acier apparemment, et tout est rajouté par-dessus.
donc tout vraiment l'ossature que vous voyez là. Et vous pouvez, je sais pas s'ils ont mis forcément l'image. Ah non, ils ont pas mis l'image ici. Oh, c'est dommage. Mais vous pouvez en gros actionner cette poignée. En final, je vais peut-être pas montrer la vidéo parce que c'est peut-être copyrighté. Hein. Je prends pas de risque cette fois-ci. Mais vous prenez la poignée, vous la tournez et puis hop, tout le truc gris, vraiment même la grille avant, arrière, tout le côté s'enlève et vous avez accès tout simplement à l'intérieur de ce Mac Pro. Et ça vous permet de l'améliorer justement. Alors, j'ai des meilleures images ici justement. Voilà l'intérieur, à quoi ça ressemble. Donc c'est... Comment dire? Je vais peut-être mettre en plein écran d'ailleurs. Comment dire? Ça ressemble vraiment au final à des stations de travail, hein, comme vous pouvez voir. Là, on voit les 3 ventilateurs à l'avant qui permettront de refroidir toute la config. C'est les seuls ventilateurs, à part un autre ventilateur, je ne sais pas s'il montre l'image, je ne crois pas qu'il la montre. Un autre ventilateur qui est juste à l'arrière, justement, du PC qui permet de refroidir la RAM parce que, bizarrement, ou c'est comme ça qu'ils l'ont designé en fait, là vous avez le processeur et en fait la RAM est de l'autre côté de la carte mère, de l'autre côté du châssis et il a donc ce ventilateur en mode blower qui permet d'extraire l'air. J'évite de montrer trop d'images, hein. Comme j'ai dit, j'ai eu un truc de copyright sur l'autre chaîne, donc maintenant je fais attention, je montre juste des images fixes et je ne montre aucune vidéo. Mais dans tous les cas, c'est comme ça que c'est refroidi. Derrière là, il y a juste quelques ports d'extension et tout ça, il y a aussi une carte PHY, donc une carte d'extension qui permet d'avoir les ports qui sont ici, donc notamment plus de Thunderbolt et tout ça. Il y a énormément de ports de Thunderbolt 3 d'ailleurs sur ce Mac Pro. C'est même pratiquement le seul port que vous trouverez. Et puis ensuite, vous avez des slots PCI Express qui sont juste là. Et ces slots PCI Express, on voit qu'ils ont d'ailleurs alors là on voit les ventilateurs d'ailleurs, on voit qu'ils ont 2 énormes blocs noirs et en fait c'est des nouvelles cartes graphiques d'AMD qu'on verra dans une news juste après, on en parlera pas mal. Du coup, ils ont 8 slots d'expansion PCI Express, dont 2 slots qui sont des doubles slots PCI Express. Donc c'est comme s'il y avait un slot PCI Express plus un autre juste à côté. Pas genre juste à côté, en dessous et au-dessus. Genre à côté littéralement. Un petit peu spécial, on le verra avec la news justement d'après, mais ça permet quand même pas mal d'extensions. Donc c'est un vrai slot PCI Express. Donc vous pourriez mettre une carte PCI Express à la place. Faudra voir évidemment s'il supporte pleinement. Je suppose qu'il y en a qui vont essayer de mettre une carte graphique dedans de Nvidia pour voir ce que ça donne. Après, il n'y a pas forcément de pilote Nvidia sur les dernières versions de macOS X, donc on verra ce que ça donnera. Mais par contre, vous pourrez par exemple mettre, si vous voulez une carte son en particulier, par exemple, si vous êtes musicien ou autre chose, vous pourrez certainement la mettre, si elle est compatible avec macOS X, évidemment, et tout ce genre de périphérique. Après, ça va certainement mener quand même à des périphériques certifiés Apple ou en tout cas faits pour les Mac Pro qui seront certainement beaucoup plus chers que pour PC, forcément, et qui vous permettront d'avoir ce genre de fonctionnalité. Quoi qu'il arrive, c'est quand même mieux d'avoir un Mac Pro modulaire que d'avoir juste littéralement rien. Vous avez aussi, donc ça c'est l'alimentation qui est tout en bas, et 2 ports 10 gigabits Ethernet, donc largement suffisant pour le futur. Il y a d'ailleurs aussi une alimentation dans tous les Mac Pro de 1400 watts, ce qui est plutôt énorme, mais en même temps, c'est pour accommoder n'importe quoi que vous pourriez mettre dedans. D'ailleurs, les slots PCI Express peuvent donner, les tout gros là, peuvent donner jusqu'à 500 watts à eux seuls, sans genre câble externe ou autre chose, genre d'eux-mêmes, ce qui est plutôt cool, ça permet d'éviter d'avoir des câbles, c'est plus facile à upgrade pour les gens qui n'y connaissent rien. Et si toutefois vous avez besoin de câbles PCI Express, il y en a avec l'alimentation. Ils sont genre en bas ou je ne sais quoi, mais vous pouvez les sortir et les utiliser. Donc Apple a vraiment pensé à un truc modulaire qui utilise des pièces de PC, on va dire, conventionnelles. Donc c'est selon moi le strict minimum qu'ils peuvent faire, mais c'est quand même bien qu'ils l'aient fait, parce que ces derniers temps, genre, on aurait pas forcément pu y croire qu'ils l'auraient fait. Puis vous avez évidemment des roulettes pour le faire rouler. Genre si vous avez besoin de vous déplacer avec votre Mac Pro, qui coûte d'ailleurs de base 6 000 $ et qui coûtera certainement, il y a des estimations qui le mènent jusqu'à 40 000 $, ouais, pendant qu'un tracteur passe, c'est génial. Et d'ailleurs, au niveau config, on va en parler. Donc la config de base, c'est un Xeon Wicker, 32 Go de RAM, en 2666 MHz, quad channel d'ailleurs, 256 Go de SSD et une Radeon Pro 580X. Pour 6 000 $. C'est plutôt cher. Après, vous avez le vrai Mac Pro, donc vous avez aussi l'alimentation de 1400 watts avec ça et tout, mais
Je trouve par exemple le SSD c'est une blague. Juste Apple, arrêtez. Juste what the fuck. Il y a des SSD, il va y avoir des nouveaux SSD par exemple qui utilisent le PCI Express 4.0 qui font du 5 Go à la seconde. C'est des SSD de malade. Ils coûteront moins cher que ça. Genre vraiment, vous pourrez en avoir pour une config de 6 000 $, vous pourrez avoir moins cher que ça quoi. C'est abusé. Genre pour une machine à 6 000 $, il devra avoir 1 Tera de SSD minimum. Et puis après, genre les autres modèles devront avoir 2 Tera, 4 Tera, ce genre de choses. Parce que là, c'est ridicule. Après, évidemment, il y a des slots d'extension, donc vous pourrez certainement étendre tout ça plus facilement qu'avec l'ancien Mac Pro, quoi qu'il arrive. Mais bon, comme je le dis, selon moi, c'est ridicule niveau prix pour un truc pareil. La Radeon Pro, comme vous l'aurez douté, c'est une RX 580, version Pro. Elle est certainement pas trop loin niveau performance et tout ça, juste un peu plus optimisée Pro, donc certainement plus efficace niveau énergétique. Et puis le Xeon, c'est un Weaker. Plutôt banal au final. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont étonnés que... on est en 2019 où littéralement, vous pouvez acheter des processeurs Weaker, genre pour 150 €, vraiment. Genre des bons processeurs Weaker pour 150 €. Donc, à quoi ça sert de faire un modèle d'entrée de gamme avec Weaker, quoi? Autant passer à genre 16 cœurs minimum, quoi. Donc c'était un peu étonnant ça aussi. Les gens étaient un peu en mode... pourquoi prendre ce modèle-là? Donc... je pense honnêtement ce modèle-là, ce serait plus pour les gens qui ont peut-être déjà genre un processeur Xeon compatible qu'ils pourraient mettre dans le Mac Pro et qui ont genre de la RAM déjà compatible qu'ils mettront par eux-mêmes. Mais sinon pour les autres, ça servirait vraiment à rien. Et puis après, vous pourrez monter évidemment, parce qu'il y aura d'autres modèles, vous pourrez monter jusqu'à 1,4 Tera, je crois. Oui, 1,4 Tera de RAM. Si vous en avez vraiment besoin. Jusqu'à un processeur 28 cœurs, c'est un Xeon, ce n'est pas le processeur bizarre que Intel a sorti là, qui a une énorme bonne fréquence et tout ça, et que vous pouvez juste acheter à des auctions, enfin des ventes aux enchères, voilà. C'est un Xeon 28 cœurs, donc c'est un Xeon plutôt classique et tout ça, 28 cœurs, qui pourra booster, il me semble, jusqu'à 4,5 GHz, mais évidemment sur la plupart de ses corps, il ne sera pas à plus de 3 GHz, évidemment, ça semble logique. Et donc les 1,4 Tera, et puis jusqu'à 4, oui, vous l'entendez bien, 4 Vega 2 Pro, on le verra justement après dans l'autre news, qui ont jusqu'à 128 Go de mémoire HBM2, ce qui est énorme. Et ça, ce sera vraiment le top du top de la machine. Ils n'ont pas dit trop de stockage, donc on verra bien. Mais une chose est sûre, yep. Ce modèle-là en particulier coûtera certainement 40 000 $. Il y a beaucoup de gens qui l'annoncent à peu près ça. Donc, ouais. Ils ont aussi un jack 3.5. Pour ceux qui se demandent, oui, il y a toujours un jack. Il est juste derrière, il est là, coincé, plus caché là. Ils auraient pu le mettre au-dessus quand même, le jack. Du coup, news qui est en rapport, les Vega. Donc, c'est Vega 2 Pro qui ont été annoncés. Donc, là, voilà, c'est une carte, oui, vous devez le voir, dual GPU. Donc, il y a 2 GPU dessus, qui, eux, ont chacun 32 Go de RAM HBM2, directement intégré justement à côté sur la puce, comme vous pouvez voir. Ils ont ce double slot PCI Express, donc vous voyez, le premier slot permet de fournir 75 watts, et le deuxième fournit jusqu'à 475 watts, c'est justement celui-là qui permet de pas avoir de câble d'alimentation sur la carte. Ça, c'est des liens Infinity Fabric. C'est comme les NVLink. C'est basiquement la même chose. Ils ont à peu près les mêmes vitesses d'ailleurs. Il me semble qu'ils pouvaient monter 84 Go à la seconde. Le NVLink peut monter jusqu'à 100 Go à la seconde pour information, donc c'est pas trop loin. Et aussi, évidemment, les 2 GPU sont liés par l'Infinity Fabric. Apparemment aussi, alors les 2 GPU seront quand même distincts, genre dans macOS X, mais apparemment, il y a de fortes chances pour qu'ils travaillent vraiment ensemble, ce ne soit pas genre vraiment 2 GPU qui sont juste sur la même carte. Genre vraiment, s'il y a une tâche qui est donnée, la tâche est répartie entre les 2 GPU automatiquement sans que les développeurs fassent beaucoup de travail, vous voyez? Genre vraiment, c'est géré par les drivers par défaut. Donc apparemment, ce serait le cas, et si c'est réellement le cas, ce serait formidable, parce que ça permettrait d'avoir des niveaux de performance incroyables, hein, parce que c'est genre 2 GPU Vega 20 gravés en 7 nanomètres, du coup, qui ont donc 4096 stream processeurs. Bon, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Une chose est sûre, c'est la Vega Pro qu'on avait vue là un petit moment, mais genre version 7 nanomètres, c'est vraiment ça.
certainement avec un petit boost de fréquence, oui, 1,7 GHz. Et donc, niveau performance, franchement, elle devrait être assez bonne, surtout pour les applications pro. C'est pas une carte faite pour le jeu vidéo, mais ouais, elle devrait être plutôt bonne. Et puis évidemment, donc vous avez une version Vega 2, hein, et puis vous avez une version Duo qui est juste la même chose, mais avec 2 GPU dessus, et qui est juste genre 28,3 teraflops en FP2, donc en double précision, ce qui est énorme. C'est franchement, c'est énorme. À mon avis, franchement, si vous êtes designer, vous avez besoin déjà de beaucoup de RAM vidéo, dites-vous que les 128 Go seront utilisables comme une seule pool de mémoire apparemment. Ce ne sera pas 2 pools de 64 Go. Oui, pour vous, ce serait une bonne petite config pour faire des trucs. Mais évidemment, pour le commun des mortels, ce serait peut-être un peu overkill. Mais bon, c'était... et puis, il y a évidemment des ports de Thunderbolt 3 à l'arrière, parce que why not? Et c'est la première fois qu'on voit vraiment une carte graphique AMD avec des ports Thunderbolt, d'ailleurs. Et il y a même une carte mère en X570 qui a été annoncée avec un port Thunderbolt lors du Computex. Je vous rappelle que le Thunderbolt est enfin passé libre au niveau de l'utilisation, donc Intel a arrêté de genre dire ah non c'est notre truc, ils ont rendu le truc libre pour que plus de marques l'utilisent et notamment AMD commence à l'utiliser, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite je reviens un petit peu en arrière en réalité, ils ont aussi annoncé le Pro Display XDR, oui, bref c'est pour Extra Dynamic Range, donc c'est genre c'est comme HDR, mais encore plus extrême, genre extrême XDR, enfin bref. Donc c'est un écran professionnel 6K, 32 pouces, qui coûtera la modique somme de 4 999 $, sans le pied. Et il faudra rajouter 990 $ pour avoir le pied. Oui, je vous ne déconnez pas, le pied là, ce pied-là vaut 1000 $. Et d'ailleurs, Internet, vous pouvez aller voir sur Reddit ou autre chose, il n'y a que des blagues par rapport à ça. C'est genre, hey, vous pourriez acheter un pied Apple de 999 $, ou alors vous pourriez acheter un PC gaming à 999 $. Il y a plein de blagues comme ça. Genre, vous pouvez en trouver des dizaines et des dizaines, c'est juste incroyable. Dans tous les cas, outre cette blague, le voilà, cet écran, il a évidemment la même finition que le Mac Pro à l'arrière. C'est ces trucs de ventilation qui apparemment permettent d'avoir une assez bonne ventilation. Mais après, on verra aussi ce que ça donnera au niveau de la poussière. Et cet écran, du coup, peut paraître cher. Vraiment, il peut paraître cher. Mais honnêtement, ils le disent même dans la news là. Et il y a beaucoup de professionnels qui le disent. Un écran vraiment de référence professionnelle. Donc, genre, imaginez, genre les grosses boîtes de production qui font le montage des films que vous voyez au cinéma. Hein. Eux, ils ont des écrans qui valent 40 000 $. Genre, vraiment, l'écran. Juste un écran. Mais derrière, il a des couleurs parfaites en fait. Il est certifié de tous les trucs que vous voulez. C'est au final d'ailleurs la certification qui lui fait coûter ce prix-là. Mais il est parfaitement équilibré en fait pour que les couleurs soient parfaites. Parce que quand vous faites un film, les couleurs doivent être parfaites. Tout doit être parfait même. Du coup, ce genre d'écran de référence coûte énormément. Du coup, là, 5 000 $ pour la version basique sans pied. Ou 6 000 $ pour la version avec un écran mat. Oui, il faut 1000 $ pour avoir un écran mat apparemment. Ça va encore. Franchement, ça va encore. Bon, évidemment, pour le commun des mortels, non. Juste, c'est overkill. N'achetez jamais d'écran pareil. Je dirais même, si vous avez vraiment besoin d'un Mac Pro, vous n'aurez même pas forcément besoin d'un tel écran. Et vous pourriez argumenter que vous pouvez juste prendre un écran de 2000 $. Qui sera déjà largement suffisant, un bon écran 4K certifié comme il faut et tout ça. Il y en a même qui sont compatibles Apple avec justement des ports Thunderbolt. Prenez plutôt ça, franchement. Et si vous êtes genre en mode... Mais non, de toute façon, je veux dire, c'est un écran professionnel. Hein. S'il y en a qui pensent jouer là-dessus, s'il y a quelqu'un qui lance un jeu vidéo là-dessus, Linus Tech Tips, je sens qu'il va le faire, lui. Non, c'est overkill. Mais bon... Voilà, c'est vraiment ça, c'est un autre domaine. Du coup, ça veut dire que d'ailleurs, le Mac Pro de base, avec juste l'écran de base, vous coûterait, il me semble, c'était 11 000 $. Le plus petit Mac Pro, hein, et le plus petit écran, 11 000 $. Et si vous voulez le pied, c'est 12 000 $. Et d'ailleurs aussi, fun fact, il n'y a pas de fixation VESA
par défaut. Les fixations VESA, vous avez ça sur tous les écrans pratiquement. C'est 4 points qui vous permettent d'accrocher l'écran à un autre pied, tout simplement. Vous avez ça aussi sur les TV. Les VESA sur les TV sont plus espacés toutefois. Et du coup, le kit VESA, ils l'ont pas mis là ici, mais genre il coûte genre 300 $, il me semble. Donc ouais, si vous voulez utiliser votre propre pied, si vous voulez avoir le droit, le privilège, je dirais même, d'utiliser votre propre pied, vous devrez payer 300 $. Juste pour un adaptateur. Yep. Ouais. Mais encore une fois, ça reste moins cher que des écrans professionnels, donc... Enfin, des écrans genre référence, donc ouais. Ma foi. C'était le Pro Display XDR. Vraiment pour les pros, quoi. Ensuite, il y a eu des annonces plus, on va dire, plus terre-à-terre au niveau prix. On va dire plus genre mainstream, voilà. Parce que là, ce qu'on a vu avant, c'était overkill. On a vu iPadOS. iPadOS, c'est donc une version d'iOS. C'est une sorte de fork même d'iOS. C'est une version spéciale d'iOS, juste pour les iPads, qui, du coup, permettra d'avoir plus de fonctionnalités orientées à iPad. C'est une excellente nouvelle parce que beaucoup de gens l'ont dit et c'est étonnant qu'Apple ait autant écouté les gens d'ailleurs que tout simplement les iPad Pro sont géniaux, ils sont extrêmement performants, ils ont des magnifiques écrans et tout ça, mais genre iOS est dessus et iOS c'est nul à chier pour faire du multitâche. C'est pas fait pour remplacer un ordinateur portable quoi. C'est une tablette pour enfants, mais ultra performante, quoi. Du coup, là, avec justement iPadOS, ils veulent améliorer ça et notamment avoir plus de fonctionnalités orientées, multitâches et tout ça. Donc, la possibilité de plus facilement mettre des applications l'une à côté de l'autre. Un système de fichiers, un vrai système de fichiers qui vous permette d'explorer les dossiers. Bon, peut-être pas tout, hein, ce sera limité quand même, mais qui vous permet de faire ça. Si vous branchez une clé USB, vous la verrez dans l'iPad et vous ne serez pas obligé d'importer les fichiers genre sur votre iCloud. Genre, vous pourrez l'utiliser comme un support externe. Ça, c'est génial. C'est la première fois depuis le début, en fait, que vous pouvez étendre le stockage d'un appareil mobile de chez Apple. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et en plus, c'est un port USB type C. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quel accessoire en USB type C. Donc, un disque dur externe ou autre chose. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et il y a aussi donc Alors ça, il y a aussi le support de la souris. Ils en ont pas trop parlé, c'était plus caché. Mais il y a le support de la souris maintenant. Mais ça, c'est avec iOS 13 en réalité. Mais comme iPadOS sera basé sur iOS 13, voilà. Donc, vous aurez quand même le support de la souris. Après, c'est pas un support total. C'est plus genre... C'est comme si vous aviez un support de capteur tactile mais avec une souris. C'est un peu bizarre. Genre par exemple, moi je peux prendre ma souris et juste sélectionner du texte comme vous pouvez voir. Ça vous ne pourrez pas le faire genre sur la bêta, c'est pas possible de le faire parce que en gros ça prend plutôt vraiment comme si en fait vous aviez touché l'écran mais avec votre souris quoi. Donc c'est à moitié un support de souris mais c'est déjà... Genre, si les applications sont codées correctement, elles pourront pleinement l'utiliser et ça permettra vraiment d'avoir un ordinateur portable iPad en fait. Et ça, c'est génial. Ça veut dire aussi qu'il faudra voir s'ils vont sortir un accessoire avec un clavier et un trackpad juste devant. D'autres marques le feront certainement. Ça, je serai impatient de voir. Personnellement, j'ai un iPad et je m'amuserai certainement à tester. Selon moi, j'ai vraiment dit... C'est pas pour tout le monde, les tablettes et tout ça, mais le futur va vraiment vers un monde où vous avez, au lieu d'avoir... En tout cas, monsieur, tout le monde n'a pas besoin d'une tablette. Il aura un téléphone qui se déplie peut-être en tablette, ou alors une tablette à la maison qui sert de gros ordinateur pour faire les mails, pour regarder des trucs sur Internet, regarder même des petites séries ou autre chose sur Netflix. C'est vraiment, selon moi, le futur, en tout cas proche, ça avance vers ça. Donc... Apple a pris une bonne direction justement vers ce futur et je suis content de voir qu'ils ont écouté les gens là-dessus. Bon, il y a encore beaucoup de choses à faire évidemment, mais ça avance, ça avance. Il y avait d'autres fonctionnalités, je ne sais plus trop, je vais être très honnête. Il y avait aussi évidemment plus de support pour le Pencil et tout ça. Cette mise à jour donc sera sortie, comme vous pouvez voir, sur tout à peu près les iPads qui sont sortis des dernières années. Et c'est à peu près tout. D'ailleurs, oui, ils ont rajouté... que le mode support a été confirmé. D'ailleurs, le voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, ça, c'est le pointeur de souris. Plutôt bas, voilà, un peu bizarre. Mais c'est une vraie souris. Et ça permet vraiment de, vous voyez, genre, utiliser comme une souris. Mais c'est juste, vous voyez là, par exemple, comme il défile là, il clique et puis il fait bouger la souris. Genre,
Sur Windows, vous pouvez pas vraiment faire ça. Si je clique et je déplace la souris, vous voyez, ça sélectionne juste. J'utilise la molette pour descendre et monter. Mais ça veut dire que c'est plus comme un écran tactile, en fait. C'est vraiment comme un écran tactile. Mais bon, on verra ce que ça donnera quand ce sera pleinement développé, parce que pour le moment, c'est très bêta. Et la deuxième partie de cette news, d'ailleurs, on peut en parler un petit peu. Il y avait aussi des news iOS 13. Beaucoup de trucs au final. Bon, il y avait des trucs sur les Memoji. Voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez maintenant mettre des AirPods dans vos Memoji. Voilà. Mais surtout, moi, les trucs intéressants que j'ai vus, c'est beaucoup d'améliorations au niveau de la vitesse d'iOS, qui était déjà très rapide, mais encore plus de vitesse au niveau de déverrouillage, de justement du Face ID. Il y avait aussi, d'ailleurs, le support du Pencil, d'ailleurs, sur iPadOS, je ne l'avais pas dit, mais ils ont diminué aussi le temps de réactivité du Pencil, donc il sera encore plus réactif. Et sinon, iOS 13, il y a pas mal de trucs en réalité dedans. Il y a beaucoup de trucs orientés vitesse et tout ça. Et il y a aussi des petits changements, notamment le bouton de volume ne fera plus un énorme carré dégueulasse en plein milieu de l'écran. Vous aurez un petit truc de volume sur le côté que vous pouvez changer facilement et tout ça. Donc, des trucs plutôt cool. Mais bon, ça, je veux dire, si vous êtes possesseur d'iPhone, vous avez déjà certainement dû voir ces informations. Il y avait aussi un autre truc, par contre, très intéressant que j'ai vu avec la dernière version d'iOS. C'était, je ne l'ai pas ici, mais en gros, Apple vous permettra de créer... donc, il y a une gestion en fait de la vie privée maintenant plus avancée sur justement les applications. Genre, si j'utilise Twitter, je peux dire à Twitter soit mon nom, ou alors je peux lui dire mon adresse mail, ou alors ils ont créé un nouveau truc, c'est que vous pouvez lui donner votre nom, mais une adresse mail genre qui a été créée aléatoirement par Apple. Donc, ce sera une adresse mail en mode genre x22, xx20, genre que des chiffres et des nombres, @privateapple.com si je me souviens bien. Et en gros, c'est une adresse mail créée spécialement pour cette application qui renverra les mails sur votre boîte mail principale. Ça veut dire que l'application ne connaît pas votre mail. Donc, dès que vous voulez, dans les paramètres d'iOS, vous pouvez dire non, je retire l'autorisation, l'adresse mail est supprimée, l'application n'a plus rien accès. Et en plus, vous avez une adresse mail par application. C'est-à-dire que les applications ne peuvent pas se dire hey, c'est la même personne là. Non, ils ne peuvent pas savoir. Pour eux, c'est deux personnes différentes parce que c'est deux adresses mail différentes. Donc ça, franchement, ça, c'est un truc... je le dis, mais c'est le truc le plus étonnant. C'est que Apple n'est pas toujours le plus à la pointe de la technologie. Bien souvent, ils aiment bien, genre, laisser les autres faire on va dire, les premières étapes de la technologie, voir ce qui marche, et puis juste prendre ce qui a marché et le faire à la sauce Apple, hein, comme ils aiment bien le faire. Mais par contre, sur un truc où ils sont très avancés, plus avancés que n'importe qui même, c'est au niveau de la vie privée. Vraiment, Apple a compris que les gens en avaient marre de... ils en avaient marre de se faire juste espionner de partout et qu'on les traite comme juste des sacs de données, en fait. Et ils prennent très au sérieux ça, et ça se voit rien qu'avec une fonctionnalité pareille. C'est génial, franchement, c'est génial. Personnellement, ça me donnerait limite vraiment envie d'avoir un iPhone pour le travail. Vraiment. Presque, pas vraiment. Presque. Surtout qu'ils m'ont fait un copyright strike sur ma chaîne principale. Mais bon, bref. Dans tous les cas, c'est plutôt intéressant, cette version d'iOS. Et vraiment impatient de voir justement cette fonctionnalité de vie privée. Et j'espère qu'elle serait intégrée plus tard dans Android. Ah, d'ailleurs aussi, ils ont eu enfin du swipe sur le clavier. Oui, quelque chose que vous pouviez faire depuis je ne sais combien d'années sur Android. Vous pouvez enfin swiper sur votre clavier et juste taper des trucs plus vite, ma foi. Et enfin, une petite dernière news qui n'a rien à voir avec Apple, du coup, c'est que Xiaomi, l'autre marque de grands smartphones chinois, pas Huawei, genre, mais après peut-être que ce sera Xiaomi la prochaine cible du gouvernement américain, on ne sait pas. Dans tous les cas, Xiaomi a présenté sa technologie de caméra sous écran. Oui, enfin on y est arrivé. Fini les notches, fini les caméras pop-up, même si personnellement ça me dérange pas trop parce que j'utilise jamais la caméra avant, donc la pop-up sera toujours fermée. Bref, voilà les caméras sous écran. Donc vous avez deux modèles ici qui vous permettent de voir un petit peu. Et si vous regardez cette image, on voit légèrement le capteur. Alors c'est fait exprès qu'il le montre ici. Mais en temps normal, vous le verrez. Là, on le voit. Vous voyez, si je m'amuse à zoomer ici. J'essaie de... Ouais, bon. Là, on voit un peu le capteur de photo sous l'écran. Et puis là, on voit une vraie notch. Et il le montre justement en action dans cette petite courte vidéo, comme vous pouvez voir. Donc là, on le voit clairement. Et puis, dès que l'écran est allumé, genre avec quelque chose de coloré, on ne le voit plus. C'est assez important. Et puis après, on voit qu'elle utilise le smartphone pour prendre un selfie. Donc que la caméra marche bien, quoi.
Donc, plusieurs trucs à voir là-dessus. Déjà, pour ceux qui se demandent pourquoi c'était pas possible de faire ça avant. En réalité, ça n'a jamais été vraiment un problème de caméra, c'est toujours été un problème d'écran. Le problème, c'était d'avoir un écran suffisamment transparent pour que la caméra puisse voir à travers. Alors, vous avez dû le voir récemment, depuis même en réalité plus d'un an, on a des capteurs d'empreintes en dessous de l'écran. Et certains de ces capteurs d'empreintes sont basiquement des caméras. Donc on pouvait déjà prendre en quelque sorte des photos à travers l'écran. C'est juste que ce n'était pas toujours parfait. Il y a notamment un problème, c'est que les écrans OLED ne sont pas 100% transparents, ils ont toujours une petite teinte. Et aussi, comme la caméra serait très proche de l'écran, il y a forcément peut-être des mini-circuits électroniques ou autre chose qui passent devant. Donc ils ont dû tout simplement développer des technologies d'écran qui permettent de faire passer déjà plus facilement la lumière, genre pour prendre la photo, parce que c'est ce que fait l'appareil photo, il prend la lumière de ce qui se passe et il le transforme en une photo. Et aussi éviter que il y ait des trucs de l'écran qui soient devant. Donc là justement, il montre, ça c'est un écran traditionnel qui du coup bloque une grande partie de la lumière, et là ce sera un écran transparent. Alors il y avait déjà en réalité des écrans transparents, assez transparents même, mais ils étaient surtout utilisés sur des TV. Donc c'était déjà possible de le faire, juste pas encore sous une forme aussi petite. Et là finalement on y arrive. Et je dirais même, en réalité, Samsung aurait certainement pu faire une caméra sous un écran pour leur dernier Galaxy S10. À mon avis, la raison pour laquelle ils ne l'ont pas fait, c'est que ils se sont rendus compte qu'en fait, déjà, c'est eux qui dominent une grosse partie de ce marché-là, et que la plupart des marques n'en auraient pas avant 2020, ou à la fin 2019 en tout cas, et que du coup, ils n'avaient aucune raison de rusher, surtout que cette technologie est toute nouvelle, donc il y aura forcément des ratés, genre des écrans qui ça marchera pas bien, et du coup il y a du recyclage à faire. Vous voyez, vous allez aussi bien faire 100 écrans, et vous ne pourrez qu'en utiliser que 50 ou même 30 dans le pire des cas. Et là ça coûte de l'argent, donc je suppose qu'il y en a aussi une raison économique derrière, parce que si on le voulait vraiment, ça existe déjà les écrans transparents depuis un petit moment. Mais bon, dans tous les cas, ça fait plaisir de le voir arriver officiellement sur un véritable smartphone. Il montre un petit peu comment ça marche. Alors, il faudra voir aussi la qualité, évidemment, photo à travers. Il faudra voir aussi, certainement, à mon avis, si l'écran est allumé, vous ne pourrez pas prendre de photos parce que la lumière de l'écran, en partie, perturbera le capteur photo. On a déjà justement pu voir des vidéos d'écran transparent où quand vous êtes derrière l'écran transparent, vous voyez un petit peu plutôt un fantôme de l'image. Vous ne voyez pas la vraie image. Puis si vous vous mettez du bon côté, évidemment, là, vous voyez l'image et vous voyez rien à travers. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, oui, quand l'écran sera éteint, vous verrez le capteur photo, certainement. Mais quand l'écran sera allumé, il y a peu de chances que vous le verrez. Toutefois, si vous avez un thème sombre, on a pu le voir avant. Donc, par exemple, quand elle utilisait le smartphone ici, vous voyez qu'il y avait, par exemple, là, c'est un thème sombre. Dans ce genre de cas, vous pourrez certainement voir le capteur photo à travers. Ce qui pourra en déranger certaines personnes, hein, mais selon moi, c'était un mal pour un bien. Et puis, honnêtement, vous le verrez la plupart du temps, vraiment pas. Surtout si vous êtes dans un endroit où c'est l'écran qui génère la lumière, genre il n'y a pas beaucoup de lumière autour de vous, vous le verrez certainement pas. Par contre, en plein soleil, vous le verrez beaucoup plus facilement, donc là c'est là que ce sera peut-être le plus embêtant. Donc, faudra voir. Mais encore une fois, si l'écran est allumé par devant, vous le verrez certainement pas. Mais du coup, c'est à peu près tout pour ce Texama Show aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour un prochain Texama Show. Peut-être la semaine prochaine si j'ai le temps de le tourner en étant revenu justement de l'E3. Normalement, je serai revenu à temps pour le faire, mais on verra si je suis pas trop fatigué. Dans tous les cas, merci à tous, surtout que j'aurai le jet lag. Merci à tous et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!